Alors, je vais inviter Nicolas Gilsoul qui est là pour venir. Alors, hier matin, Bernard Chevessus nous a parlé de la biodiversité et l'aménagement. Mais il n'a pas réussi un truc. Et je lui ai dit, mais Nicolas Gilsoul va réussir à le faire. Il nous a dit, je ne peux pas faire parler la biodiversité. Et dans le titre de ton intervention, tu disais justement que tu allais parler. Alors qui? Rappelle-moi. Le hérisson. Voilà. Le hérisson, mais il va y en avoir d'autres. Alors, Nicolas est professeur, il est architecte, paysagiste, professeur à l'école d'architecture de Paris-Malaquais et aussi auteur de plusieurs livres. Je n'avais pas fait le lien un jour sur un livre que je lisais, mais non, je fais le livre que vous avez fait ensemble avec Eric Orsena, voilà, que vous avez tous peut-être feuilleté, ou vous avez eu, moi je l'ai eu comme cadeau d'anniversaire. Voilà. Et c'était très intéressant sur un voyage dans les villes du monde. Voilà. Mais il y en a d'autres. J'ai découvert qu'il y en a plein d'autres après. Voilà. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je dois enlever ça, c'est ça? Je peux. Voilà, on a une certaine distance, on peut y arriver. Alors, en fait, je vais faire appel à votre âme d'enfant. Je pense que ça va faire du bien, une petite parenthèse. Je sais pas si on en sera capable. Mais le but du jeu, c'est un petit peu ça. On parle beaucoup de biodiversité, évidemment, dans nos débats. On parle beaucoup de biodiversité, mais la plupart du temps, la biodiversité, c'est un chiffre, c'est une matière. C'est un truc sur lequel on met des mots d'inquiétude, d'angoisse, mais rarement ils sont incarnés. On met des mots latins, des noms latins, mais on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc je voudrais juste vous entraîner pendant quelques slides sur ces choses qui forment la biodiversité pour laquelle on se bat tous, à partir de ce hérisson qui finalement survit mieux en ville qu'à la campagne, en France, parce qu'il y trouve refuge, parce qu'il y trouve le gîte et le couvert, parce qu'il s'est adapté à nos horaires de sortie humains, donc il sort plus tard le soir quand on est couché, parce qu'il faut savoir qu'un hérisson, ça suit toujours un élément vertical pour se déplacer, parce qu'il ne voit pas très très loin, donc il suit les haies, mais il suit aussi les bords de trottoir. Alors ça c'est gênant, parce que quand il y a des voitures, bon voilà. Mais du coup sur les nationales à la campagne, le hérisson il est tout plat, tandis qu'en ville il se développe plutôt mieux quand les conditions sont en place. La ville de Nantes est extrêmement fière de dire qu'ils sont une ville d'accueil de hérissons. Et si un urbaniste, un paysagiste ou une grosse société de promoteurs veut faire passer un projet auprès des élus, dans la perspective, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours un hérisson quelque part. Donc le hérisson, c'est une bestiole très sympathique. Oui, mais c'est un peu une plante verte pour la plupart des concepteurs. C'est une bestiole très sympathique et qui a un capital sympathie énorme, c'est-à-dire qu'il va faire passer énormément de choses, parce que quand le hérisson est là, je ne sais plus, c'est entre 180 et 200 autres espèces qui sont garanties. Le hérisson a un pouvoir, une force de frappe énorme, à tel point que le hérisson, en Angleterre, un jour, McDonald's a inventé un dessert sucré, le McFlurry, qui avait un petit chapeau, une espèce de glace molle, fondue et trop sucrée, qui avait un petit chapeau à la mexicaine avec un trou dedans. Les Anglais, comme les Français, comme les Liégeois, comme d'autres, la plupart laissent tomber leurs trucs par terre et ne le mettent pas à la poubelle avant de... Voilà. Et donc, ces petits pots avec un tout petit peu de McFlurry au bout ont beaucoup intéressé le hérisson, qui venait lécher la dernière goutte du McFlurry, mais qui se coinçait la tête dans le chapeau mexicain. Impossible de sortir la tête du chapeau mexicain, et vous voyez ces hérissons qui erraient jusqu'à tomber dans une flaque ou se faire écraser. Ça a été une catastrophe. Donc les Anglais, comme le hérisson, c'est le copain du jardin littéraire de l'Angleterre depuis le 19e, ils ont fait des pétitions, c'est remonté jusqu'au Master Chief de McDonald's aux États-Unis, qui a fait mea culpa. Aux États-Unis, on n'a pas de hérisson, donc on ne savait pas. On est désolé, et ils ont fait retravailler les designers pour faire un autre chapeau qui permettait aux Anglais toujours de jeter leurs trucs par terre, mais aux hérissons de survivre. Bon, donc vous voyez que si lui, il est capable de faire plier McDonald's, ArcelorMittal a peut-être encore du boulot. Voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Pas en France, c'est la 4e vague, c'est le 3e confinement. C'est Nairobi.
Mais on n'est pas dans un zoo là, on est juste à la sortie de Nairobi. Donc on s'est rendu compte, nous, pendant les confinements béotiens, qu'on n'était pas les seuls en ville, qu'il y en avait d'autres, et que ces autres, ils avaient des formes auxquelles on n'était pas habitué. Alors on dit retour de la faune sauvage dans la ville. Non, c'est la ville qui s'est tellement étendue qu'elle est venue s'asseoir sur les territoires de cette faune sauvage et grignoter ces territoires-là et les hybrider et les transformer. On peut passer de Nairobi à la grande bibliothèque. Ça, c'est un renard. C'est pas un montage. Voilà. On peut continuer. Vient le problème de la cohabitation. Parce que autant c'est sympathique de voir des mésanges à votre fenêtre en confinement, autant partager la serviette sur la plage, là c'est près de Cannes, c'est Antibes, près de Nice, avec une famille de sangliers, c'est moyen. Enfin c'est moyen pour nous peut-être, c'est compliqué. Et donc cette période de cohabitation, elle est là maintenant, elle est présente. Ça fait partie de ces problématiques de la biodiversité. Alors la plupart des animaux qui sont aujourd'hui dans nos villes se sont habitués, se sont transformés, se sont adaptés. Alors ça, c'est un coyote. À Chicago, il y en a 15 000 dans Chicago, quand même important. C'est-à-dire ils vont en meute. Ils ont adapté leur territoire. Il y a des adaptations comportementales déjà, il faut comprendre. Le coyote, à Chicago, il regarde du bon côté de la route avant de traverser. Il attend au feu rouge pour traverser les grands boulevards. Il sort à certaines heures de la nuit plutôt que du jour. Il a inversé son système de chasse. Il a des territoires qui se sont réduits de x10 parce qu'il trouve plus à manger. Il a fallu évidemment adapter aussi les humains qui habitaient à côté d'un coyote et qui paniquaient de voir leurs gamins se faire entraîner par un coyote ou leur chihuahua. Il faut savoir que le coyote ne mange pas de chihuahua, c'est une légende urbaine de plus, une méconnaissance. Il y en a très très peu dans les crottes de coyotes. Et il y a très peu de cartables aussi. Et donc tout ça, ça fait partie d'une méconnaissance. Donc la ville de Chicago a décidé d'éduquer les habitants de Chicago, les citadins, sur cette bestiole-là, et de les éduquer à plein de niveaux, d'abord de leur faire comprendre comment ils fonctionnaient, etc. Et puis aussi de leur faire comprendre un autre truc, c'est de les entraîner à, quand ils voyaient un coyote, à ne pas l'appeler Mickey, Dingo plutôt, ou à l'américaine, mais de le chasser, de lui faire peur, avec du bruit, claquant des bras, avec de la lumière, etc. Double effet qui se coule. Premier effet qui se coule, c'est pour que le coyote continue à avoir peur de l'humain. Ça, c'est important, parce qu'à partir du moment où il vient vous manger dans la main, à un moment donné, il a quand même des grandes dents. Deuxième effet qui se coule, c'est pour permettre à l'humain de croire qu'il a le dessus, et donc de permettre au coyote de cohabiter. Donc la ville de Chicago a vraiment fait un boulot d'adaptation là-dessus. Je vais vous raconter une histoire très très mignonne. D'ours blancs. Alors, ils sont mignons. Hein. Les ours blancs, vous le savez, avec le changement climatique, forcément, ils cherchent à manger plus loin et ils cherchent à manger dans les villes qui sont plus hautes. Donc, il y a de temps en temps des face-à-face qui ne sont pas faciles. Alors, c'est amusant parce que j'ai vu des pays différents qui avaient des attitudes différentes. En Russie, c'est la déportation. On les chope et on va les mettre dans une immense réserve qui est en Sibérie orientale. Peut-être ils se perdent en chemin, je ne sais pas, on ne sait jamais. En tout cas, c'est médiatisé au moment où ils partent par là, et puis après. Au Canada, on les enferme dans les prisons des shérifs, vous savez, avec les barreaux comme dans les films, le temps que des vétérinaires viennent les chercher et puis les ramènent dans leur territoire où il n'y a rien à manger. Et en Suède, dans le territoire des Samis, dans le nord de la Suède, les cours d'école n'ont pas de clôture. Et donc les gamins, ils jouent, et puis au bout de la cour, c'est la forêt de bouleaux. Et de temps en temps, il y a un ours blanc qui arrive. Donc le pion, en Suède, dans le nord, il a une veste sur laquelle il y a un gros machin comme ça dessiné, puis il a un fusil aussi, c'est pour leur faire peur. Mais comme ces animaux-là sont protégés, parce qu'il y en a de moins en moins, on ne peut pas les liquider. Donc en Suède, ils ont une règle, c'est que si une maman ours blanc est accompagnée d'un bébé ours blanc, ils ne peuvent pas tirer dessus, ils doivent ramener les gamins et attendre que la maman, elle continue.
Et l'ours blanche a appris le truc, et donc maintenant elle ne reste pas 6 mois avec son petit comme avant, mais elle reste 1 an et demi, parce que du coup elle est plus protégée, le petit a plus de facilité pour grandir mieux, et donc ne pas se faire attaquer par un ours mâle dominant, et donc la survie de l'espèce est en train de monter. Vous voyez, comme on est quand même très liés. Il y a un autre gros truc marrant, c'est l'ours blanc descend, le grizzly monte à cause du changement climatique. Entre les deux, ils se rencontrent, ils s'accouplent derrière des poubelles, ils font ce qu'on appelle des grollards, un mélange de grizzly et d'ours blanc. Et ces grollards, en fait, ce qui est très mignon, parce que là c'est un peu... Mais ce qui est très mignon avec les grollards, c'est qu'ils ont des enfants qui, eux, sont nés dans ces territoires hybrides et qui, eux, comprennent comment fonctionne le territoire hybride et comment survivre dans ce territoire hybride. Et ce sont les enfants qui apprennent aux parents grizzly et aux parents ours blancs à s'adapter à ces nouveaux territoires. La jeunesse. Et il y a des transformations physiologiques des animaux. Là, vous avez une hirondelle. Dans le Nebraska, les hirondelles, elles ont les ailes qui sont devenues plus courtes pour pouvoir faire des virages plus rapides, pour pouvoir éviter les camions sur les routes. Vous avez la phalène du bouleau, l'espèce de papillon de nuit là, qui est blanc avec des petites taches noires, ou qui est noir avec des petites taches blanches. On le connaît, celui-là, il s'est fait beaucoup connaître pendant la révolution industrielle en Angleterre. Cheminée, charbon, suie, la suie se dépose sur les troncs des bouleaux blancs. Et donc, les phalènes du bouleau, comme le nom l'indique, elles sont copines avec le bouleau, elles se posent sur le bouleau blanc, elles sont blanches. Les prédateurs ne les voient pas. Sauf que pendant la révolution industrielle, le bouleau était devenu noir, donc la phalène se faisait manger. Et donc, celles qui survivaient, c'était celles qui avaient le plus de taches noires. De génération en génération, elles sont devenues noires pour s'adapter. Fin du charbon, nettoyage des pluies, nettoyage des bouleaux. Les bouleaux sont redevenus blancs. En quelques générations, les phalènes sont redevenues blanches. Magique adaptation physiologique. Ça, c'est un petit lézard à Porto Rico. En quelques générations, il a changé la marque de ses chaussures. Il a aujourd'hui des espèces de chaussures à coussin d'air qui lui permettent de rebondir, parce qu'avant, il s'accrochait sur des écorces des arbres. Maintenant, il grimpe sur le béton et sur le verre. Ça glisse plus, donc il se casse plus la figure. Et donc, il doit pouvoir amortir quand il descend. L'escargot, à Barcelone, l'escargot des jardins est devenu blanc, parce que dans le cœur d'Amsterdam, il est... mais à Barcelone, ça pourrait marcher aussi, à mon avis, vu les îlots de chaleur urbains, surtout dans le quartier d'Example. Et donc, il est devenu blanc parce qu'il renvoie la chaleur comme tout l'urbanisme climatique dont on nous rabat les oreilles tout le temps. Voilà. Donc, eux, ils le font naturellement. Mais évidemment, pour être résilient, puisque c'est ça la grande question, c'est la résilience, pour être résilient, il faut être vivant. Et pour qu'une espèce arrive à se changer comme ça en plusieurs générations, il y en a des milliers qui restent sur le carreau. Donc, ne nous emballons pas trop vite sur notre enthousiasme à plonger les plantes dans la pollution pour leur faire produire plus de ceci ou de cela. Ça me dépasse, ces trucs-là. Mais c'est intéressant pour avoir un débat après. Alors, ça, c'est Chicago, il y a quelques hivers. Donc, vous voyez des plaques de glace. On est en plein changement climatique. Je ne vais pas faire un exposé sur le changement climatique. On le sait tous, mais cette image est impressionnante. Et donc, pour évidemment réagir à ça, depuis quelques années, on a mis en place une multitude de prothèses paysagères. On appelle ça des prothèses paysagères parce que finalement, c'est des morceaux de paysage qui vont servir la ville, qui vont la servir à respirer mieux, dépolluer, infiltrer, avoir moins chaud, etc. Alors ça, c'est un projet marrant à New York. Vous avez vu 150 000 projets à New York et à Manhattan d'extension des rives pour encaisser les vagues, encaisser les ouragans, machin, etc. Ça, c'était un projet de l'agence Cape qui avait été présenté au MoMA et qui est un paysage hybride co-construit avec des huîtres architectes. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Donc on a une multitude de projets comme ça, de prothèses paysagères, et ces prothèses paysagères, voilà, on est à Barcelone, ces prothèses paysagères vont transformer la ville
À Barcelone, on sait, dans les années 80, gros enthousiasme pour transformer toutes les places, enfin tout ce qui était des places de parking en places publiques. Donc on a fait venir les plus grands archis, les plus grands urbanistes, tout le monde a dessiné des joints creux et des détails hallucinants. Aujourd'hui, quand il y a un banc qui est pété, il faut le refaire sur mesure parce que ça n'existe pas dans les catalogues. Mais surtout aujourd'hui, avec la montée de la température, il fait extrêmement chaud. Donc on est en train d'enlever place par place, on gratte le sol, on creuse, on fait sortir les arbres et on transforme toutes ces micro-places en micro-jardins. Évidemment, c'est pas isolé, c'est-à-dire qu'on les fait communiquer, c'est le grand truc, on les met en réseau. À partir du moment où on les met en réseau, forcément, à un moment donné, ça sort du centre de l'hypercentre et ça va chercher ailleurs, autour. Et le ailleurs autour, il est habité notamment par nos copains les sangliers. Et donc on se retrouve avec 35 000 sangliers dans le cœur de Berlin. Bon, on se retrouve avec, en Toscane, il y a eu une histoire extraordinaire comme ça il y a quelques mois. La gendarmerie a retrouvé des sangliers complètement explosés parce qu'ils avaient mis la truffe, ils avaient déterré sous les arbres, c'est leur but, ils avaient déterré sous les arbres une planque de cocaïne. Parce qu'il faut savoir que les dealers ne transportent pas la cocaïne sur eux, mais quand ils ont un gros paquet, ils vont l'enterrer dans des jardins publics, de périphérie. Et du coup, les sangliers ont mis la main dessus. Vous imaginez, ils avaient le nez poudré, puis ils étaient complètement cuits. Donc, on a des alliés auxquels on ne pense pas toujours. Évidemment, ces prothèses paysagères, elles grimpent partout. Elles grimpent à des niveaux territoriaux, mais elles grimpent aussi sur des bâtiments, avec toutes les légendes urbaines qui courent autour, sur les chiffres, les patatoïdes avec des pourcentages, les discours, les coupes dans lesquelles on voit notamment dans le projet du Bosco vertical qu'on va avoir des arbres de 30 mètres. Non, dans la nature, on aura des arbres de 30 mètres. Là, avec une terre plus ou moins fertile et de 80 cm, ils ne vont jamais dépasser 2 mètres à tout casser. Donc il y a toute une série de choses comme ça qui sont importantes. Alors il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Et puis surtout, il n'y a pas que des humains qui habitent ces trucs-là, ça attire. Et ça attire toute une faune. Et donc, on a de plus en plus de faucons dans nos villes. Quand je dis de plus en plus, c'est parce qu'on est passé de 0 à 3 à peu près. Et évidemment, il y a des histoires très comiques qui se passent parce que les faucons sont des alliés pour nous, pour par exemple se débarrasser des pigeons. On aurait pu. Donc là, Anne Hidalgo avait imaginé le truc dans la mairie du 10e, d'engager une brigade de faucons pour liquider le problème des pigeons. Évidemment, on a eu l'association des pigeons, enfin en tout cas des amis des pigeons à Paris, qui ont levé les boucliers. Pas possible, parce qu'évidemment, vous comprenez, c'est très barbare de voir un faucon foncer à 360 km/h sur un pigeon pour le décapiter en vol. C'est beaucoup plus simple de les empoisonner, de les empaler, de leur décapiter les pattes, etc. Ça, c'est humain, ça va, on peut y aller. Donc, il y a un positionnement à avoir de plus en plus, et je passe du faucon à cette autre bête de destruction massive, qu'est la coccinelle. Non, c'est l'ami du jardinier, la coccinelle. Mais la coccinelle a le même capital sympathie que le machin qu'on a vu au début, que le hérisson. Alors dans les années 90, en France comme ailleurs, on a multiplié l'achat des coccinelles, parce que ça mangeait les pucerons, parce que ça donnait un coup de main aux jardiniers, etc. Et donc dans tous les projets aujourd'hui, déploie des coccinelles, où on dit les coccinelles viendront, c'est super, etc. Et donc dans les années 90, on pouvait même en acheter en sachet, comme ça, des larves de coccinelles chez Nature et Découverte, et puis on pouvait les balancer dans le jardin. Sauf qu'en fait, on a fait venir les coccinelles asiatiques parce qu'elles mangeaient 10 fois plus ou 100 fois plus de pucerons par jour, donc elles étaient vachement plus efficaces. Elles ont été tellement efficaces qu'aujourd'hui, c'est elles qui ont raflé le marché et qu'elles ont bouffé nos coccinelles. Et que la coccinelle asiatique, qu'on a balancée du haut du Bosco vertical comme d'autres tours végétales, qu'est-ce qu'elles font ? Imaginez une tour de 40 mètres. La tour de 40 mètres, il y a des vortex de vent, donc la coccinelle s'envole. Donc il faut déjà qu'elle s'accroche avec ses petites pattes sur les végétaux qui sont là. Et puis si elle ne s'envole pas, elle va ramper ou elle va essayer de trouver une petite infractuosité. Laquelle, c'est en général les machins dans lesquels il y a les volets roulants. Et donc elle va aller là, derrière, puis là il fait chaud, il fait noir, orgie de coccinelles. Elle se multiplie à un rythme incroyable, et puis il faut venir des trucs particuliers pour décrocher tous les volets et les passer avec un produit infect qui est le seul qui tue la coccinelle, mais qui tue aussi la végétation qui est en dessous. Donc ça, c'est important, parce que c'est de nouveau de la méconnaissance sur le vivant et sur ce qu'on appelle la biodiversité.
Et on est très forts, nous les humains. Alors ça, c'est une photo géniale. C'est pas Pixar, c'est pas Disney, c'est une vraie photo. C'est une scène de vie dans le métro londonien. Voilà, comme quoi il n'y a pas qu'ici que le métro est parfois un peu craignos. Là, c'est 2 souris qui font pas la fête, hein, elles dansent pas. Il y en a une qui est en train de terroriser l'autre. On fait pareil, c'est-à-dire qu'il y a les bonnes bêtes, il y a les mauvaises bêtes. Il y a les invasifs, il y a les nocifs, il y a les indésirables, il y a les allergènes. Ça, je pense aux plantes, parce qu'on a la même vision des choses. Il y a des plantes qui n'ont pas le droit de citer. Au Danemark, on commence à virer les bouleaux, parce que les bouleaux font éternuer. Bon, c'est quand même des forêts entières de bouleaux. Voilà. Donc, dans les projets urbains, interdit le bouleau. Moi, j'avais fait un projet derrière l'Opéra Garnier, sur les toits, et on m'avait dit « Ah non, surtout pas la verveine d'Argentine, parce que... je sais pourquoi. Non, surtout pas. » Parce qu'elle n'est pas dans la liste du BRIM, certification écologique. Je sais pourquoi. Non, vous prenez l'hybride. Bon, j'ai pris l'hybride et puis j'ai semé de la verveine de machin. Ça va. C'était pas une question d'invasif, c'était une question de listing et de label. Donc on décide, nous, qui est bon et qui est mauvais. Le blaireau, en France, mauvais. Mauvais parce qu'il peut transporter des maladies sur le bétail. Ok. En Belgique et en Angleterre, ils les vaccinent. Nous, on les liquide, on les arrache. Vous connaissez la chasse au blaireau, elle est chouette. Les chiens des prairies, dans la prairie américaine, sympathiques, petites bêtes. Donc il y a des assos de dames qui vont chercher le truc, qui l'aspirent avec une espèce d'aspirateur, ils le prennent une à une, les chiens de prairie, qui les shampouinent, qui les passent à l'antipuce, qui les transportent à quelques kilomètres de là, dans un endroit où elles peuvent les remettre, et elles refont des colonies, parce que ça fait des colonies terribles. Bon, mais vous voyez qu'entre les deux, elles les ont vermifugées, machin, etc. Le léopard, ça c'est à Bombay. Cohabitation difficile, évidemment, parce que lui, par contre, pour le coup, voilà. Mais le léopard aussi, on peut remonter la piste et on peut se rendre compte que dans les années 80, on a utilisé énormément d'antibiotiques sur le bétail. Ces antibiotiques sont restés dans les carcasses du bétail qui étaient sur des charniers. Les vautours qui sont venus manger ça sont morts, donc plus de vautours, charniers augmentés, place vide. Donc qui est venu à la place? Les chiens errants. Les chiens errants ont augmenté, les chiens errants avaient la rage. Aujourd'hui, c'est le léopard qui s'en charge. C'est compliqué, vous voyez, c'est des balances qui nous échappent, nous, quand on fait des projets urbains et qui sont pourtant très importants. Batman, je ne vous le présente plus parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et on a vu dans les premières semaines de l'arrivée du Covid en France des articles, même dans des tribunes dans le monde, qui tapaient du sucre sur les chauves-souris en nous disant qu'il fallait liquider toutes les chauves-souris du monde. Bon, en France, elles sont protégées, elles sont dangereuses, et elles ne sont pas dangereuses pour nous, et elles sont hyper utiles pour la pollinisation, pour la démoustication notamment. Et juste en dessous, vous avez vraiment un tueur, c'est le moustique tigre, qui lui est partout grâce à notre mondialisation et grâce au parcours du pneu à travers le monde et de l'économie du pneu. Voilà. Donc, je propose 3 révolutions pour repenser ces trucs-là. Une première qui est une révolution des pratiques. Voilà une image des calanques le jour après le premier confinement, le lendemain du premier confinement. C'est vrai qu'on en avait besoin. Franchement, on avait été à l'intérieur et tout. On avait applaudi un peu à 8h du soir, mais bon, s'était fait quelques copains sur les balcons et sur les gouttières, mais c'est vrai qu'on était resté relativement seul. On avait joué à question sur un champion de fenêtre en fenêtre. Ouverture des plages. Enfin, ouverture des calanques. Bon, surpopulation, surfréquentation. Quelques semaines avant, on avait vu 2 rorquals glisser à cet endroit-là. Il y a multitude de projets identiques en France, de zones qui sont protégées, notamment en Corse, mais qui sont à ça de zones de surfréquentation, et la limite entre les deux est très compliquée. Alors je vous donne là des réserves, ça c'est des réserves naturelles, mais la révolution des pratiques, elle passe aussi par nos parcs et nos jardins. Quand est-ce qu'on va accepter de ne pas envahir l'ensemble des surfaces enherbées
pour laisser certaines bestioles survivre, pour laisser l'herbe respirer, pour laisser les oiseaux nicher sur les bords. Premier confinement, deuxième confinement, rien à voir, vous l'avez vu, vous aussi. Premier confinement, les parcs et jardins étaient fermés. Donc on a tous gueulé, donc Anne Hidalgo a ouvert au deuxième confinement. Bon, mais dans le premier, il y a eu un boom d'explosion de naissances, de passereaux notamment, qui était vachement impressionnante. Je milite pas spécialement pour qu'on ait des rorquals dans la Seine, mais ce que je pense important, c'est d'arriver à partager le territoire, puisqu'on est plusieurs acteurs dessus. Eux, c'est pas uniquement de la biodiversité. C'est pas uniquement une matière avec laquelle on va une fois de plus jouer économiquement. Et voilà, c'est une matière qui, sans eux, on n'existe plus. Donc, partageons cet espace, acceptons de partager cet espace. La promenade plantée, dans le 12e, là, un chemin au milieu, ces trucs des deux côtés, c'est très beau, c'est très chouette, c'est très agréable, j'adore y aller, les cotinus sont superbes, mais on aurait mis les deux surfaces végétales ensemble et le chemin en balcon sur la rue, on aurait eu une vraie surface disponible pour avoir davantage de naissances, par exemple. Après, c'est pas dans votre balcon que vous allez sauver la galinette cendrée. Révolution des pratiques, ça passe aussi par le petit déjeuner. J'avais eu un coup de fil étonnant pendant le premier confinement je sais plus, c'est pas de France Inter, et il me demandait un truc, il me disait, alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour sauver toutes ces petites espèces ? Ça commence par votre petit déjeuner, par le bol du petit déjeuner. Ça, c'est un truc important, c'est dans la révolution des pratiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tartinez du Nutella, vous n'êtes pas en phase avec le système global, enfin vous êtes en phase avec le système global, mais vous liquidez les orang-outans dans les forêts machin, vous participez à ceci, cela. Donc ça passe par le petit déjeuner. Révolution des pratiques, c'est ça aussi, c'est pas uniquement les urbanistes qui vont devoir jouer sur un partage de l'espace, c'est nous aussi au quotidien. Révolution de l'éducation au vivant, ça c'est à mon avis fondamental. Philippe Descola a passé de nombreuses années en Amazonie avec ces gamins-là. Ça, c'est les hachoirs. Les hachoirs, il faut imaginer que ces gamins-là, ils ont quoi ? Celui qui est debout, là, il n'a même pas 10 ans. Ces gamins-là, ils connaissent 300 noms d'oiseaux quand ils ont 8-9 ans. 300 noms d'oiseaux, mais ce n'est pas tellement le fait de savoir le nom des oiseaux, c'est qu'ils savent comment ils chantent, ils savent à quelle hauteur ils sont dans les arbres, ils savent que s'il y a tel oiseau, ça veut dire qu'il y a aussi tel amphibien, ça veut dire qu'il y a aussi ceci, c'est des pisteurs. Ils connaissent leur environnement comme leur poche. Nous, on a complètement perdu le truc. Vous demandez à un gamin ce que c'est comme oiseau dans le ciel, bien souvent, il sait dire que c'est un pigeon, mais au-delà de ça, on ne sait pas. Et alors, demander à un paysagiste de l'école du paysage, puisqu'ils étaient là hier, il y en a peut-être encore aujourd'hui, de reconnaître un marronnier d'un platane, ça devient compliqué. Non, mais c'est vrai. Donc, je sais, j'ai enseigné 18 ans là-bas, donc je peux en parler. Donc, c'est compliqué. Donc, l'éducation au vivant, ça passe par là. C'est-à-dire d'essayer de faire comprendre. Et les sciences participatives, c'est un outil génial pour ça, parce que c'est tout le monde. Qu'est-ce que c'est comme bourdon ? Qu'est-ce que c'est comme grenouille ? Qu'est-ce que c'est comme oiseau ? Quelles relations ils ont entre eux ? Et puis finalement, on se retrouve avec des grenouilles qui sont, ça c'est des rainettes vertes, des grenouilles qui sont en fait très intéressantes dans des zones de forêt qui vont se faire recouvrir par des tas de gravats qui sont de la valorisation des terres. Intéressant aussi. Vraie question. En connaissant ces habitants-là, c'est plus compliqué de leur déverser des choses sur la tête. Donc ça passe par l'école, donc ça passe par les élus, donc ça passe par ceux qui fabriquent la ville, mais pas que. Les citadins, mais pas que. Ça commence très tôt. Regardez les cours de SVT dans les écoles. Mais les gamins en 8-9 ans font ce qu'ils peuvent, mais enfin c'est un peu triste quand même. Donc là, il y a un vrai boulot à faire. Pour tous, parler à des élus, c'est hyper intéressant. Ça fait 10 ans que j'ai la chance de pouvoir avoir des discussions avec François de Mazières à Versailles sur sa vision de la ville nature, qui a beaucoup évolué ces dernières 10 années, parce qu'aussi, on a travaillé avec Cathy Bias-Morin sur cette question du vivant, sur qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette masse de biodiversité. Révolution de la conception spatiale des villes et de leur gestion, ça c'est nous, enfin, c'est les archis, c'est les paysagistes, c'est les élus, c'est tous ces gens-là. Deux petites histoires. D'abord, le vol New York-Charlotte et la famille des Bernaches.
On est aux États-Unis. Vous l'avez peut-être vu parce que ça a fait un film avec Clint Eastwood. Cet avion qui a décollé de New York et qui s'est écrasé dans l'Hudson River juste à côté. Pourquoi ? Parce qu'en vol, il a pris dans les turbines des bernaches. Les bernaches, c'est des grosses oies. Hein, ça fait 1,75 m quand elles déploient les ailes. Les bernaches, on les avait complètement ou quasiment complètement chassés des États-Unis parce que c'est bon. Parce que ça fait des super doudounes et parce que du coup c'était intéressant. Et il y a, dans les années 50, on s'est dit oulala, la bernache, machin, a quasiment disparu. Donc on en a ramené. On en a ramené d'Europe. Parce qu'en Europe, on les avait fait venir dans les parcs et les jardins du 19e pour faire joli. Donc on en avait quelques-unes des bernaches européennes, puis elles étaient tranquilles, elles étaient bien élevées, voilà. Et donc on les a fait revenir et on les a fait se multiplier en captivité aux États-Unis. Mais comme elles se sont développées en captivité, elles n'étaient pas du tout habituées aux mêmes choses que les autres, et donc elles migrent de moins en moins, les bernaches. Donc elles se retrouvent dans les villes, elles sont bien, il fait chaud, il y a à manger, elles sont tranquilles, etc. Donc il y a même une police des bernaches dans certaines villes américaines. Et ces bernaches, évidemment, bien souvent, elles viennent s'installer en colonie très près des aéroports. Donc dans la planification urbaine même, et c'est ce qui se passe aussi à San Francisco, juste à côté de l'aéroport, on a mis une décharge. Donc forcément, on a des goélands, donc forcément, on est obligé d'avoir des cow-boys à côté qui tirent pour faire dégager les goélands. Alors que tout ça, ça se gère uniquement avec la hauteur de l'herbe dans les aéroports. C'est-à-dire que dans certains pays, ça fait quelques années qu'on s'en est rendu compte, dans certains pays, c'est 15 cm, on coupe l'herbe. D'autres, c'est 65, d'autres, c'est 17, d'autres, c'est 22, d'autres, c'est 26. En fonction du type d'oiseau qu'il y a, en fonction du fait que ces oiseaux vont nicher, vont chasser, etc. Donc en fait, les grandes pelouses des aéroports, c'est avant tout un jardin qui est composé par rapport à ces oiseaux, par rapport à leur comportement et par rapport à leurs comportements sociaux entre eux. Et comme ça, vous allez éviter de devoir faire la suite du film avec Clint Eastwood. Et puis évidemment, on a tendance à penser qu'on sait tout. Et donc on se retrouve avec des projets paysagers qui parfois sont pleins de bonnes intentions, mais sont vraiment à côté de la plaque parce qu'ils ont pas consulté le principal intéressé. Ici, on est en Nouvelle-Zélande. On a un oiseau qui a la même coiffure qu'un ancien président américain et qui s'appelle le cagou. Il n'est pas marseillais. Et ce cagou, il a une particularité, c'est qu'il a appris à ne pas voler. Il ne vole pas parce qu'il était sur l'île Pénard, il n'y avait pas de prédateurs. Quand les colons sont arrivés, évidemment, ils ont amené des chiens, des rats, des chats. Donc il a dû courir très vite, il n'y en a presque plus, c'est un peu genre l'histoire du dodo. Donc évidemment, on les protège, ceux qui restent, on les protège. On a fait une réserve dans le sud de l'île, et cette réserve magnifique, on a demandé à un paysagiste de faire le chemin qui passe dans la réserve. Alors évidemment, toute la réflexion, ça a été de se dire, on va détacher le chemin légèrement du sol pour ne pas toucher le sol de la forêt qui est magnifique, pour la protéger. C'est un truc qu'on entend souvent, ça. Et en plus, le chemin, il va sinuer parce qu'il passe entre les arbres existants. Donc on doit abattre personne. Super beau. Ok. Le truc, c'est que le cagou, il a une copine dans sa vie, pas deux, il a une épouse. Et puis, donc, déjà pas facile, ils ne sont pas nombreux, il faut qu'ils choisissent la bonne, etc. Et le cagou, autre truc, c'est qu'en fait, dès qu'il arrive face à un machin qui est haut de 15 cm, il s'arrête, il ne va pas au-delà, il ne saute pas au-dessus. Donc le chemin, deux problèmes. Premier problème, c'est qu'il faisait 10 cm. Le cagou aurait peut-être pu, avec ses petites pattes, grimper sur le chemin pour rejoindre sa copine qui était de l'autre côté, c'est pas sûr. En fait, ils ont fragmenté le territoire en deux. Deuxième chose, c'est Gilles Clément qui me racontait ça. Il avait été avec un guide sur place. L'histoire est géniale. Il était avec un guide sur place. Et le guide sort du 4x4, air conditionné, une énorme truc pour faire de la musique. Et il marche un peu sur le chemin, et puis il met le machin par terre, et il enclenche, et ça aboie. En fait, le cagou, il aboie. Ça aboie. Et puis, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que vous avez mis le son du cagou ? Ah, c'est pour attirer la femelle. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Mais écoutez, en fait, tout ça, c'est... Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, le chemin a été livré. Et puis, les associations PMR ont dit, mais attention, parce qu'on pourrait tomber du chemin, parce qu'on est à 10 cm du sol. Donc, il faut mettre sur le côté une petite lisse en bois, une surélévation de 5 cm, un cale-roue.
Donc on l'a fait à grands frais parce qu'il fallait sinuer, machin, sur ce chemin, tout ça était sur mesure. Puis ils l'ont fait. Puis évidemment, le problème, c'est qu'une forêt, ça, c'est dingue, mais les arbres, ils perdent leurs feuilles de temps en temps. Et donc les feuilles s'accumulaient sur le chemin. Et donc les types qui balayaient n'arrivaient plus à enlever les feuilles. Donc ils ont fait la grève et ils ont été armés de soufflettes. Et donc ils ont fait pour enlever les feuilles. Et du coup, le cagoule s'est barré, le dernier. Donc il n'y en a plus maintenant. Donc il faut venir avec un truc et enclencher. Vous voyez, comme une série de mauvais choix par méconnaissance de l'animal ou de sa façon de faire, alors que c'était pour lui qu'on le faisait. Et est-ce que j'ai encore le temps d'une dernière histoire ? 2 minutes. Ok, alors je vais aller vite. Non, c'est pour vous montrer que tout ça c'est lié, c'est la conclusion. Pour montrer que tout ça c'est lié. C'est l'histoire d'un papillon bleu et du serpolet. Ça se passe dans le territoire des Baskerville en Angleterre. Ce papillon bleu était un papillon des campagnes anglaises. Ce papillon bleu a disparu. Alors les scientifiques se sont interrogés de savoir pourquoi il avait disparu. Ils ont fini par comprendre qu'il avait disparu parce que le serpolet avait disparu et qu'ils étaient liés, ces deux-là. Ok. Donc ils se sont dit, pourquoi est-ce que le serpolet a disparu ? Ils se sont rendus compte que c'est parce que l'économie, le modèle économique agricole avait disparu, pastoral avait disparu, qu'il n'y avait plus de moutons qui broutaient le machin. Donc si les moutons ne broutaient plus la campagne anglaise, les herbes étaient trop hautes et donc le serpolet n'arrivait pas à pousser. Donc ils ont engagé des moutons. Ils ont remis au boulot des moutons sur une parcelle test et puis ils ont remis du serpolet. Le serpolet est revenu, mais il n'y avait plus de papillons. Donc ils ont été chercher des papillons en Norvège parce qu'il y avait les mêmes. Et puis ils les ont déposés et puis ils se sont dit voilà ce que ça donne. Alors le papillon était content, il a trouvé le serpolet. 3 ans ça a tenu, puis le papillon a disparu. Voilà, comment ça se fait ? Alors ils se sont rendus compte qu'en fait le papillon, vous savez, ça passe par toute une série d'étapes et ça fait des petits cocons, puis des petites chenilles et puis machin. Le papillon l'azuré du serpolet, il pond dans le serpolet parce que en fait les feuilles, il pond dans on appelle ça dans un bourgeon d'une des fleurs, et ce bourgeon a juste la taille pour qu'il ponde dedans pour que ça fasse une chenille. Et que quand la chenille grandit, le bourgeon s'ouvre et tombe au sol. Tout ça c'est étudié. Tombe au sol. À partir du moment où il tombe au sol, ce chenille est blanche, striée, et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux œufs des fourmis. Nouvel acteur. Il y a des fourmis qui travaillent en collaboration avec le serpolet et le papillon. Des fourmis, elles embarquent la chenille, elles l'emmènent dans la fourmilière en pensant que c'est à eux. Et alors là où c'est très fort, c'est qu'en fait, ils nourrissent davantage les chenilles des papillons que leur propre cocon. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez un petit micro, ça aussi, les scientifiques ont travaillé, quand vous mettez un petit micro sur la chenille, sur le cocon de la chenille et sur la cocon d'une future reine fourmi, ça fait le même bruit. C'est-à-dire qu'une fourmi lambda, ça fait bzzzt. Une reine fourmi, une future reine fourmi, ça fait bzzzt. Et le papillon, si vous mettez le truc sur le cocon, ça fait bzzzt. Même bruit. Donc elles les nourrissent comme des futures reines. Donc évidemment, hop, et puis les chenilles se gonflent, grandissent et sortent en papillon de la fourmilière avant de se faire bouffer. Là, il y a un moment un peu compliqué. Super. Donc ils ont ramené des fourmis. Ils ont remis des fourmis. Ils ont regardé ce que ça donnait. Et puis ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas ? Parce que l'herbe était encore trop haute, malgré les moutons. Pourquoi l'herbe était encore trop haute parmi les moutons ? Parce que l'herbe devait être taillée plus bas. L'herbe devait être taillée plus bas par une deuxième couche, par encore un autre acteur, qui étaient les lièvres, qui, eux, la taillaient très très bas. Ces lièvres avaient disparu. Pourquoi ? Myxomatose, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, la myxomatose, mais en gros, c'est un illustre français de l'Académie de médecine qui avait une énorme villa, château, dans l'Eure-et-Loire, avec un grand potager qui était envahi par les lapins. Il a pris une fiole, il s'est dit je vais les liquider. Le lapin est sorti du jardin et en quelques mois, l'Europe entière a été contaminée par la myxomatose. On parle du Covid, mais la myxomatose, c'est... Ce que je veux que vous compreniez avec ça, c'est que ce n'est pas de la biodiversité, c'est un ensemble de relations extrêmement sérieuses et extrêmement reliées, puisque ça va de l'économie agropastorale d'un pays jusqu'au fonctionnement d'une fourmi. Et pourquoi est-ce que la fourmi est obligée d'avoir ces herbes-là ? C'est pas parce que l'herbe est trop haute, en fait. C'est parce que l'herbe de cette taille-là empêche le soleil de taper sur la terre et donc de chauffer la fourmilière qui est en dessous. Avec le changement climatique, l'herbe devrait être de plus en plus haute. Avec le changement climatique, le serpolet va peut-être plus pousser à cet endroit-là, etc., etc. Et donc c'est une série de chaînes, et pour ça que je pense que la troisième révolution, elle vient de cette nouvelle façon de concevoir nos paysages, qui n'est pas forcément à partir de nos référentiels esthétiques, mais à partir de la réalité de fonctionnement
de ces relations hyper intéressantes. Voilà, donc ça passe par la connaissance. Et après, j'espère que ça passe par des concepteurs éclairés sur ces sujets. Merci beaucoup. Ça sera intéressant que même les écoles agricoles en fait, bénéficient de cette approche complexe de la biodiversité, parce que les acteurs aussi du maintien et du développement de la biodiversité sont bien aussi les agriculteurs et agricultrices. C'est vrai que c'est d'autant plus souhaitable en fait, dans ce contexte-là. Voilà, merci. Oui, mais je pense que c'est à tous les niveaux en fait. C'est le gamin de 8 ans jusqu'à l'élu, en passant par tous les acteurs. Mais à partir du moment où on commence à mettre des mots, des noms, et qu'on commence à les faire vivre, ces trucs-là, c'est plus compliqué de les déplacer d'un endroit à l'autre que le mot biodiversité, qui est une espèce de truc un peu avec des chiffres. Sur le chat, il y a beaucoup de remerciements. Ah bon, Parce que vous avez fait rêver pas mal de monde, visiblement, même à distance. Bon. Alors, mais la conclusion est perturbante quand même. C'est le but, hein. Oui. Mais elle est Faut qu'on sorte positive de en notre même zone de temps, parce confort. que finalement, ce que vous dites, pour résumer avec mes mots, en disant tout est lié, tout est en interaction, dans le sens positif et dans le sens négatif. Ça veut dire on peut avoir si on change de l'approche qu'on peut avoir de l'urbanisme, de l'aménagement, du paysage, on peut trouver des éléments positifs dans la biodiversité. En même temps, cette biodiversité peut évoluer et peut devenir une source de perturbation des systèmes établis. Mais ayant dit ça, quelle est la solution ? Il faut que je fasse de la biodiversité raisonnée. Il y a une mauvaise biodiversité et une bonne biodiversité. Il y a une approche de dire on touche à rien et on ne se développe plus. Mais je peux poser plein de questions dans toutes les directions. Non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a une chose que je dis à mes étudiants en archi, en paysage, c'est que finalement, quand on conçoit quelque chose dans la ville, c'est exactement comme quand on met une pierre dans un ruisseau. C'est-à-dire, la pierre, on va la placer, on va transformer le vortex des cours d'eau, on va attirer machin, on va créer la sédimentation, ça va avoir première plante, deuxième plante, troisième plante, machin, etc. Donc, quoi qu'on fasse, on va avoir des actions. Même quand on fait rien, on a des actions. Et ce que j'entendais tout à l'heure, c'est vachement intéressant parce que cette histoire de friche, de la manière dont on va pouvoir reconquérir les friches, transformer les friches, quelles sont les friches qui vont être positives pour, etc. Et je discutais avec je crois que c'était le directeur de la LPO d'Île-de-France il y a quelques temps. Ils viennent de sortir l'Atlas des nicheurs d'Île-de-France. Ça fait 10 ans, ils refont un point 10 ans après. Et moi, je croyais que c'était une catastrophe. Ils ont dit non, en fait, dans Paris et dans le Grand Paris, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le chiffre des passereaux, des oiseaux de jardin, ont grimpé. Alors bon, je suis hyper content. Non, mais en fait, certains ont grimpé, d'autres se sont effondrés, d'autres ont disparu, etc. Mais certains ont grimpé, évidemment, les plus profiteurs, les plus opportunistes. De toute façon, on le sait, hein, la ville, c'est l'endroit de tous les opportunistes. Et du coup, c'est intéressant parce que ce que je veux dire par là, c'est que je lui disais, mais est-ce que c'est bien ? Alors du coup, nous, on a changé. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on a changé notre gestion. On est passé au zéro phyto depuis 10-12 ans, un truc comme ça. Maintenant, c'est obligatoire avec la loi Labbé. Et donc, on voit les premiers effets. C'est bien, super. Les pieds d'arbres, on voit les premiers effets. Il y a des corridors qui se mettent en place de certaines espèces, etc. Il me dit, oui, mais maintenant, le risque, c'est qu'on s'emballe. Et c'est qu'à Paris, il y a de moins en moins de friches. Et que finalement, la friche est le lieu le plus intéressant pour cette biodiversité, parce qu'on n'intervient pas, parce qu'on croit toujours bien faire, parce qu'on vire toujours une fourmi, un machin, un truc à un moment donné, et on perturbe le système. Et que la friche, elle est en gestion libre. Alors on fait des fausses friches dans les parcs, on fait des espèces de milieux qui ressemblent à des friches, mais qui en fait n'ont pas d'allergènes, n'ont pas ceci, n'ont pas cela, parce qu'on doit suivre une règle, un système en place qui est parfois très compliqué. Donc, je ne sais pas quelle est la solution, mais la chose est sûre, c'est que moi j'ai de moins en moins tendance à dire aux étudiants d'agir. C'est d'abord de regarder. Je crois que c'est Gilles Clément qui disait la meilleure façon de jardiner, c'est d'observer. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Non. Merci Nicolas.